Alors, là, on va prendre un petit peu de temps pour en discuter parce que pour moi, c'est vraiment... alors, j'espère me tromper, hein, j'espère. Mais aujourd'hui, moi, je considère que la libéralisation du recours à temps non complet, le terme libéralisation, je vous rassure, c'est le terme qui est employé dans le projet de décret qui est soumis au CSFPT la semaine prochaine. Donc je ne l'ai pas inventé, c'est pas moi qui... C'est vraiment le terme qui est utilisé dans le projet de décret. Ils appellent ça la libéralisation du recours au temps non complet. Donc les temps non complets, vous en connaissez, je pense, dans vos collectivités. C'est des emplois, normalement, à l'origine, qui avaient été prévus dans les petites collectivités, qui n'auraient pas les justifications de pouvoir créer des emplois à temps complet, parce qu'ils avaient besoin de 4 heures de secrétaire de mairie, de 6 heures d'agent d'entretien, etc. Donc au départ, dans les lois, je dirais au tout début, c'était prévu pour ça. Au fur et à mesure des évolutions réglementaires et législatives, il y a des comment dire, la possibilité de recruter des emplois à temps complet a été élargie, mais il y avait un certain nombre de cadres d'emploi, il y avait une limite, on ne pouvait pas créer plus d'emplois à temps non complet qu'il y avait d'emplois à temps complet, il y avait un certain nombre de freins de garde-corps. Néanmoins, je ne sais pas si vous le saviez, on a eu une statistique comme quoi il y a plus de 200 000 fonctionnaires à temps non complet quand même, sur un effectif de moins de 2 millions. Il existe déjà plus de 200 000 d'emplois à temps complet. Et bien aujourd'hui, à partir de, on va dire d'ici 2 mois, parce que le décret va passer mercredi prochain pour la deuxième fois, donc il sera publié dans les 2 mois, on va pouvoir avoir autant de temps non complet qu'on veut, de n'importe quelle durée horaire, sans quasiment aucune garantie pour les agents qui occupent aujourd'hui des emplois à temps complet. Voilà. Donc, quand vous lisez la loi, quand vous lisez le texte, vous ne voyez pas de suite le problème. Quand vous soumettez le décret d'application, qu'on voit ce qui était aujourd'hui en application et ce qui demain va l'être, vous commencez à l'observer un petit peu plus. Alors, tu reviens en arrière, s'il te plaît, sur ce qui est obligatoire. Avant, s'il te plaît. Ouais. Avant. Voilà. Alors, ce qui reste obligatoire, c'est le BABA, c'est que toute création ou modification, parce que c'est surtout une modification avec les deux week-ends, de temps non complet, doivent passer par délibération. Donc, délibération, déclaration de vacances d'emploi, et offre. Là, on n'est pas au bon endroit, on est sur contradiction, là, excuse-moi, je vais t'avancer un petit peu. Il faut que tu avances là. Hop. Encore après. Hop. Ouais, après. Voilà. Donc ça, c'est le minimum. Ce qui est autorisé. Ce qui va donc être autorisé de même, c'est de créer des temps non complets dans tout cadre d'emploi, dans toute collectivité, sans limitation. Il n'y a aucun cadre. On a eu le décret, donc on a demandé nous, de mettre des limites et de mettre des cadres. Il n'y a rien qui est prévu dans le décret. Et donc, par contre, ce que prévoit le décret, c'est pour ça, là, Michel s'est interrogé pourquoi les 10%. Et c'est sur ce sur quoi on essaye de batailler encore aujourd'hui. Ce que prévoit le décret, c'est que lorsque la modification, par exemple pour un emploi à temps complet, ou même pour déjà un emploi à temps non complet, si la modification du temps horaire est supérieure à 10% de son temps, ce qui est prévu, c'est d'enclencher la procédure relative à la suppression d'emploi. Donc ça, c'est la seule, entre guillemets, garantie qui est prévue dans le décret d'application. D'accord? Or, 10%, chacun peut faire le calcul, quand vous êtes sur un emploi à 35 heures. Quand vous êtes à 35 heures, si vous diminuez de 3 heures, vous êtes en deçà de 10%. Si vous êtes à 32 heures et que vous diminuez encore de 3 heures, vous êtes encore en deçà de 10%. Donc, je dirais en 2 ans, on peut très bien transformer un emploi de 35 heures en un emploi de 29 heures sans aucune contrainte. Voilà. Donc, c'est le principal écueil. Ça, ils n'ont pas vu, ils ne voient pas le mal, ils nous disent mais non, mais vous voyez les employeurs comme des diables, mais ils n'auront pas ça, etc. Moi, je suis désolé. Je suis DRH dans une collectivité, on me demande de faire des économies. J'ai 40 ATSEM à temps complet. On me demande de passer aux 1607 heures. J'ai déjà du mal à leur trouver des 1500 heures, et on me demande de passer à 1607 heures. Ben, je commence par dire, les ATSEM ne sont plus à 35 heures, elles sont à 32 heures. Hein. Et puis l'année d'après, 32 heures c'est encore trop, c'est 29. Hein.
Et qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus? Aujourd'hui, légalement, la loi va leur permettre. Donc ça, pour moi, c'est une arme de destruction massive d'emploi de fonctionnaires. Je prends aussi un autre exemple. Une petite commune, un nouveau maire est élu, il ne s'entend pas avec sa secrétaire de mairie, il ne s'entend pas avec son cantonnier, une compatibilité d'humeur. Pareil, ils leur diminuent les horaires. Ils étaient déjà, mettons qu'ils étaient déjà pas à temps complet, ils étaient à 30, on leur avait 3 heures, ça leur fait 10% de salaire en moins. Ben, tu leur fais le coup 2 ou 3 fois, le type il va partir. Donc voilà, cette disposition relative à la libéralisation des temps non complets, j'espère me tromper. J'espère que dans 2 ans ou autre, on dira mais non, finalement, ça n'a pas eu d'impact. Mais soyez très vigilants que certains petits malins ne voient pas la boîte de rêche et ne s'en servent pas comme un outil pour, tout simplement, toujours dans le même esprit, éviter d'avoir des fonctionnaires. Donc la seule chose qui serait interdite par le décret, je dis qui serait parce que le décret n'est pas encore passé, ça serait de diminuer de plus de 10% la durée du temps complet sans respecter la procédure relative à la suppression d'emploi. Alors, on avait un débat sur cette question-là, sur la question de la discipline. C'est quand même relativement, même si chacun d'entre nous on a pu être amené à défendre des gens dans le cadre de procédures disciplinaires, c'est quand même, heureusement pour le moment, encore relativement marginal. Donc, qu'est-ce qu'a prévu la loi? La loi, elle a prévu une harmonisation des sanctions disciplinaires sur les 3 fonctions publiques, nivellement par le haut, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, les exclusions temporaires étaient dans le 2e groupe à la fonction publique d'État et étaient dans le 1er groupe à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire pas besoin de saisir le conseil de discipline. Donc bien sûr, plutôt que de faire passer les sanctions d'exclusion dans le 2e groupe comme à la fonction publique d'État, le choix qu'a fait le gouvernement, c'est de mettre les sanctions de l'État dans le 1er groupe. Voilà. Ce qui a été rajouté là, rapidement, c'est la possibilité pour une personne qui aurait la qualité de témoin dans une procédure disciplinaire de se faire assister du conseil de son choix. Bon, ça ne mange pas de pain. Au niveau des sanctions, il y a une précision qui a été accordée dans le cadre de la rétrogradation. Il y a quelque chose qui n'était pas écrit jusqu'à présent dans la loi. C'est le fait que lorsqu'on est rétrogradé, c'est au grade immédiatement inférieur. Aujourd'hui, avant la loi, il y avait la possibilité apparemment de rétrograder dans des grades même en dessous de ce qu'on avait auparavant. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui a été introduit, c'est la possibilité, le droit à l'oubli, entre guillemets, c'est-à-dire la possibilité, quand on fait l'objet de sanctions du 2e ou du 3e groupe au bout de 10 ans, et si on n'a pas eu d'autres sanctions dans l'intervalle, de demander que ces sanctions soient supprimées de son dossier individuel. Et il est indiqué donc que le refus ne peut pas être opposé s'il n'y a pas eu d'autres sanctions. Donc quelque part c'est une forme de droit. Le seul cas de figure où la collective... Alors donc ce que ça veut dire c'est que au bout de 10 ans, vous avez le droit de demander à ce que les sanctions soient retirées du dossier, mais ça veut dire que c'est pas automatique, ça veut dire que c'est un règlement. Ça veut dire que la collectivité ne peut pas vous refuser si vous avez eu aucune sanction. Et ça veut dire aussi que si vous avez eu malgré tout une autre sanction, je ne sais pas, vous avez pris un avertissement, la collectivité peut aussi accepter de refuser, puisqu'il est marqué le refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue. Donc le refus peut être opposé. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez été sanctionné dans l'intervalle de 10 ans, on doit systématiquement vous refuser. Voilà, ça laisse la possibilité de discrétion. Et il y a aussi la notion de radiation du tableau d'avancement qui peut être prononcé à titre de sanction supplémentaire au 2e ou 3e groupe. Bon, et ça c'est un détail, je ne sais pas trop ce que c'est une modification de l'article 90. Et par contre, effectivement, ça chacun l'a entendu dire, je pense, c'est la suppression des conseils de discipline de recours, qui est d'ores et déjà applicable, c'est pour les sanctions qui ont été prises après la publication de la loi. Voilà. Donc c'est-à-dire que les procédures qui sont engagées, les gens qui ont été sanctionnés avant, le conseil de discipline va continuer, mais pour toute nouvelle sanction prise après le 8 août, il n'y a plus de conseil de discipline de recours. Alors, je voudrais juste rajouter un point, il n'y a plus de conseil de discipline de recours, et en parallèle, depuis décembre 2018, il y a un nouveau système dans 45 départements qui s'appelle la médiation préalable obligatoire. Donc maintenant, il faudra, nous en Ile-de-France, on a bien fait attention sur certaines sanctions, où est-ce qu'on va?
C'est-à-dire, est-ce qu'on part en médiation préalable obligatoire, est-ce qu'on part en tribunal? Parce que du coup, avec la suppression du CDR, ça devient, c'est un arbre de choix. Voilà. Alors là, je reprends ce que je viens de vous dire. Donc, c'est différentes mesures qui sont prévues. C'est ce que je vous dis. Alors, je vous propose avant la pause qu'on fasse un focus sur l'encadrement du droit de grève parce que je suppose que ça va susciter pas mal de débats et de discussions. Donc ça, c'est la fameuse mesure chapeau qui a été sortie par les sénateurs tout début juillet et qui, comme par hasard, a été acceptée par la commission mixte paritaire, donc par les députés. Donc en fait, je pense qu'on peut croire que ça a été savamment préparé et qu'ils ont surtout évité d'en parler quand les gens étaient encore possiblement mobilisables, on va dire. Donc, c'est là où je dis qu'il y a pas mal de fantasmes sur cet article. Parce que je sais, j'ai été contacté par exemple par la ville de Montpellier, dans laquelle ils ont commencé des discussions pour négocier un accord visant à la continuité des services publics. Et une des premières choses qui a été dite quand c'est passé à Montpellier, c'est qu'on leur a fait sous-entendre que dorénavant le maire aurait le pouvoir de créer un service minimum et de réquisitionner des agents. Ça, je suis désolé si vous avez relu l'article en question. Donc, alors ça, c'est l'article, c'est devenu dans la loi 84-53 l'article 7-2. En aucun cas, il est écrit que le maire aura le droit de dire qu'il fait grève ou qu'il ne fait pas grève. Ça, c'est pas écrit. Hein. Ça, déjà, je voudrais casser ce premier mythe qui a pu commencer à sortir. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce texte-là? Pour ceux qui n'ont pas encore connaissance. Donc, il est assez long. Hein. C'est sur 3 pages. Ouais, là, il faut qu'avance. La suivante. Donc, la suivante. Ouais. Donc, c'est l'article 7.2. Hein. Donc, vous pouvez le relire et je vous invite chacun d'entre vous à le lire. Donc, ce qu'il introduit essentiellement, c'est la notion d'information. C'est-à-dire que dorénavant, et je vais mettre la précision, c'est marqué ici. Donc, regardez là, c'est marqué là-haut. Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L 512-2 du Code du travail. Cet article dit quoi? Il dit que dans les collectivités de plus de 10 000 habitants, il y a l'obligation de déposer un préavis de grève. Donc ça veut dire qu'en dessous déjà, c'est pas concerné. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Les agents des services mentionnés, donc c'est des services collecte des déchets, petite enfance, restauration scolaire, transport des personnes. Il y a 6 services qui sont Ouais, on les liste quand même, hein, qu'on les ait tous à l'esprit. C'est marqué où c'était. Les personnes âgées. Voilà, donc traitement, collecte et traitement des déchets, transport public de personnes, aide aux personnes âgées et handicapées, accueil des enfants de moins de 3 ans, accueil périscolaire, restauration collective et scolaire. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont précisé ça. dont l'interruption en cas de grève contreviendrait au respect de l'ordre public et notamment à la salubrité publique ou aux besoins essentiels des usagers. Ben oui, parfaitement. En fait, c'est des services qui peuvent faire chier les gens. Ils ont oublié de mettre l'eau. Ils ont oublié de mettre l'eau. Donc déjà, ça concerne les agents de ces services-là. Donc vous travaillez, en théorie, vous travaillez dans un service social au conseil départemental. Pour moi, vous n'êtes pas dans la liste. D'accord? Vous travaillez au service des routes du conseil départemental, vous n'êtes pas dans la liste. Donc pour les agents de ces services-là, c'est l'obligation d'informer 48 heures avant de participer à la grève de l'intention qu'on a de participer. Et donc une fois que l'agent a déclaré son intention, si jamais il change d'avis, il peut encore le faire 24 heures avant. Et s'il change d'avis, alors attends, je ne dis pas de bêtises. Donc là, il peut. Et ensuite, là, ce qui est autorisé, donc attendez, que je réfléchisse. Ce qui est autorisé, mais là, ce qui est autorisé, c'est en fait, si l'agent décide de reprendre le travail, ce qui est autorisé, c'est que la collectivité peut lui dire non, non, moi j'ai prévu de te remplacer, tu restes en grève. C'est ça, voilà. Mais ce que je vérifie, c'est ce que j'ai pas vérifié, c'est s'il informe 24 heures avant de son intention de reprendre,
Je crois qu'il est là, si on est dans les 24 heures, on a le droit. Donc moi, je vous invite tous et toutes, si jamais on a des collectivités qui mettent en œuvre cette disposition de manière zélée, je vous invite toutes et toutes d'encourager tous vos collègues à se déclarer grévistes 48 heures avant, et ceux qui ne veulent pas faire grève, 24 heures avant, 24 heures et 2 minutes avant, de dire non, finalement je travaille. Donc le moyen de contourner cette disposition particulièrement con, c'est ok, vous voulez nous remplacer, il faut arriver à convaincre un maximum de collègues, c'est à organiser, ça nécessite un minimum d'organisation. On se prétend gréviste, tout en sachant qu'on n'en a pas l'intention d'être, et au dernier moment, on dit qu'on ne l'est pas, de façon à ce qu'il se retrouve en surnombre et des gens qui sont prévus pour nous remplacer. Mais la loi nous permet, c'est autorisé. Donc, on va revenir sur ce qui est obligatoire. Sur ce qui est obligatoire. Voilà, c'est ça, oui, c'est bon. Donc c'est cette notion d'information qui est obligatoire. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément l'habitude dans nos collectivités. Après, ça dépendait, je crois, des rapports qu'on avait les uns les autres. La plupart d'entre nous, je crois, on prévenait notre chef en lui disant tu ne compteras pas seulement, je suis gréviste, je suis amanique. Il n'empêche que certains ne le faisaient pas. Et donc, voilà, c'est ce qui est obligatoire, je le redis, c'est l'argent qui participe à cette grève et qui décide de reprendre son service doit informer au plus tard 24 heures avant le début de la grève. Non, de reprendre. De reprendre, c'est 24 heures avant. Et c'est là-dessus qu'il faudra jouer. Parce qu'effectivement, logiquement, le service qu'ils vont organiser, que la collectivité va organiser, il va. Un service de collecte de déchets, par exemple, ils peuvent embaucher plus de contrats. Donc, si tu as 50% de gens qui se déclarent grévistes, que tu embauches X contractuels et qu'au dernier mois, finalement, les types y sont, ils vont se retrouver avec sur les bras 50 types à gros. Voilà. C'est une astuce. Alors, ce qui est autorisé, donc ce qu'a prévu la loi, c'est la fameuse négociation d'un accord. Accord qui viserait donc à assurer la continuité des services publics. Donc, qui dit accord, aujourd'hui on peut y mettre ce qu'on veut dans cet accord, puisque en fait l'idée de cet accord, je pense, c'est de préciser les modalités selon lesquelles les agents vont se signaler, sachant que ces modalités ne devront pas être supérieures à la loi. Donc c'est-à-dire que serait, à mon avis, alors là je parle sous couvert de Michel, serait illégal d'écrire un accord, dans un accord que les agents doivent se signaler une semaine à l'avance, par exemple, puisque la loi est toujours à 48 heures. Voilà. Et ça va notamment, à mon avis, préciser, selon le nombre de personnes grévistes, les services qui seraient rendus, les écoles qui seraient fermées, celles qui seraient ouvertes, là où mangeraient les agents. C'est un peu ça, à mon avis, l'esprit de l'accord. Sachant que donc, ce qu'a prévu le texte, c'est que la collectivité doit délibérer sur les fonctions et le nombre d'agents indispensables, ainsi que sur les conditions dans lesquelles l'organisation du travail sera adaptée. Donc ça devra faire l'objet d'une délibération. Et donc, que cette délibération, elle ne pourra être prise que suite à la conclusion d'un accord, ou, à défaut d'accord, dans un délai d'1 an, à partir du moment où les négociations ont débuté. Donc cette idée, quand est-ce que débutent les négociations? On peut considérer qu'elles vont commencer le jour où les organisations syndicales seront convoquées à une réunion dont l'objet sera négociation du protocole d'accord visant à assurer la continuité des services publics. Ça, c'est un élément assez important, parce que c'est toujours pareil, si on est dans la procédure et si on est dans le combat un petit peu juridique, si à un moment donné le juge doit se pencher sur la légalité d'une délibération qui instaurerait un service minimum, c'est ce qu'il va regarder en premier. Est-ce que le délai prévu par la loi pour négocier l'accord a-t-il été respecté? Qu'est-ce qui caractérise le début des négociations? Voilà, je ne sais pas s'il y a des collectivités. Est-ce qu'il y a des collectivités qui ont déjà eu une réunion à ce sujet? C'est la restauration collective. Ouais. Vous avez eu une discussion? Oui, pour la restauration collective. Donc les négociations ont commencé. Alors, ils nous ont dit comment vous envisagez ça, et donc chaque syndicat a fait quelques propositions, mais vraiment mineures. Moi, je n'ai pas on peut considérer que c'est le début de la négo. Ah ouais. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez eu cette réunion, ils pourraient considérer que dans un délai de 1 an à partir de cette date, ils pourraient délibérer ce sujet.
Donc ce qui est rendu possible par la loi, c'est d'exiger, ça aussi c'est une disposition quand même qui est un peu perverse, c'est d'exiger d'un agent qui a commencé une grève de rester en grève même s'il veut reprendre. C'est-à-dire que là, ce que prévoit la loi, c'est si vous avez déclaré votre intention de faire grève, si 24 heures avant le début de la grève, vous n'avez pas dit que vous vouliez reprendre le boulot, la collectivité peut dire, toi tu es gréviste du début jusqu'à la fin de la grève, même si l'agent a l'intention de reprendre. C'est autorisé. C'est autorisé, mais c'est pas obligatoire. Ça peut aussi faire partie de la négociation. Quand vous discutez d'un protocole d'accord, vous pourriez graver dans le protocole le droit à donner à l'agent de ne reprendre que par demi-journée, par exemple. Ça peut faire partie de la négo, puisque c'est autorisé, c'est pas obligatoire. Ce qui est aussi autorisé, c'est de réaffecter des agents non grévistes sur différents sites, en restant dans le respect de leur mission afférente à leur cadre d'emploi. Donc, mais ça, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais je le rappelle. Exemple, vous avez des animateurs de périscolaire ou autres sur un site, vous décidez que sur cette école-là, vous n'avez plus d'effectifs, ben, forcément, l'agent non gréviste peut être réaffecté sur notre école à Haute-Ville. Même si ça ne lui convient pas, malheureusement, il est fonctionnaire et il est censé le faire. Ce qui est bien sûr aussi autorisé, ça va être de recruter des agents contractuels pour remplacer les agents grévistes. Et ce qui est aussi autorisé, mais qui n'est pas obligatoire, ça sera de sanctionner un agent qui n'aurait pas rempli ses obligations. Voilà, donc un agent qui sera en grève alors qu'il n'a pas informé que 48 heures avant, il est sanctionnable. Et un agent qui serait à son boulot alors qu'il a dit qu'il est en grève serait sanctionnable, par exemple. Voilà. Donc ça aussi, ça peut faire partie du protocole d'accord. Si vous avez un discuté, c'est de, par exemple, d'écrire dans le protocole, on ne sanctionnera pas un agent qui... Ça je dirais, c'est pas interdit puisque c'est autorisé, puisque c'est pas obligatoire. Comprenez bien la nuance. La loi permet de sanctionner un agent qui ne respecte pas. Mais si le protocole dit non, nous dans notre collectivité, on est soucieux du droit de grève, on ne veut pas remettre en question, on n'est pas d'accord avec cette disposition, donc on écrit noir sur blanc que les gens n'auront pas à prévenir et que voilà. Ça m'étonnerait que ça soit sous collectivité. On rêve. Mais comme le disait hier Sylvie, on est un petit peu utopiste, sinon ce serait pas là. Où j'en suis? Ce qui est interdit, voilà. Où est-ce que j'en suis? J'ai perdu ma dépôt. Attends. On a ce qui est interdit, le droit de grève. Ouais, mais je peux donc ce qui est interdit, ça c'est un motif qui pourrait casser éventuellement la délibération. C'est la collectivité qui délibérerait sur ces dispositions sans avoir respecté le délai de 12 mois et sans accord, bien sûr. S'il y a un accord, vous pouvez très bien délibérer avant, bien sûr. Mais, donc là, quand même, je vous invite quand même à y réfléchir. Dans les collectivités où ça se passe relativement bien et où vous avez un dialogue social constructif, vous avez peut-être intérêt à négocier avant que l'exécutif soit renouvelé. Il y a des endroits où ça peut être utile de discuter, parce que notamment parce que la question, l'échéance électorale, c'est le moment où les élus n'ont pas envie d'avoir de grève, et que peut-être, ça je dirais, ça appartient à chacun d'analyser en termes de stratégie syndicale, s'il a intérêt et s'il a en capacité de négocier un protocole d'accord avant, parce que le risque il est où? Il est que le risque, il est qu'une fois que c'est sûr qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de collectivités, à mon avis, qui vont s'engager dans la négociation du protocole avant les élections. Montpellier, pourquoi ils le font? Montpellier le font parce que justement, ils ont connu, et d'ailleurs je crois que c'est à l'initiative de l'article de loi Montpellier, c'est parce qu'ils ont connu des grèves assez dures au niveau des services petite enfance qui leur ont foutu le bazar, et que le maire, il ne veut surtout pas que ça se renouvelle avant les élections municipales. Donc lui, c'est pour ça qu'il veut que ça se mette en œuvre très rapidement, le protocole. D'accord? Donc, réfléchissez à ça, je sais que le délai est assez court, mais si vous êtes en capacité de négocier un protocole qui soit relativement respectueux de l'exercice du droit de grève et pas trop contraignant pour les agents, peut-être qu'il y a intérêt à le faire avec l'exécutif que vous connaissez. Voilà. Moi, je dis qu'il y a des cas de figure où il y a des cas de figure où les gens attendent, parce qu'on sait qu'avec l'éthique qu'on a en face, c'est pas la peine. Il y en a d'autres où peut-être il y a quelque chose à négocier.
Donc ce qui est interdit aussi, c'est d'imposer un service minimum, ça prend dans la vie des représentants du personnel. Donc ça aussi dans le processus de décision. Donc l'instauration du service minimum fait l'objet d'une délibération qui évidemment doit faire l'objet d'un avis du comité technique. Donc ça, voilà. Et ce qui est interdit, c'est d'obliger un agent gréviste à renoncer à l'exercice de son droit de grève. Donc les discussions qu'il y a eu au départ à Montpellier où on a dit on va décider qui va être en place ou pas, moi j'ai dit mais attendez, non, je ne vois pas dans la loi ce qui permet on n'est pas dans le cadre d'une réquisition comme au service des hôpitaux ou au service, on n'en est pas encore là hein, pour moi. C'est pas écrit dans la loi. Continue la présentation avec le focus sur deux mesures un petit peu emblématiques aussi, et aussi des mesures qui vont pouvoir donner lieu à du travail syndical. C'est un petit peu l'idée. C'est la question de la suppression des dérogations à la durée hebdomadaire des 35 heures dans la fonction publique territoriale. Donc ça, je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc, c'est d'ailleurs pour moi la preuve qu'aujourd'hui, contrairement à ce que disait la Cour des comptes lors de différents contrôles, c'était pas obligatoire pour les collectivités d'être au 1607 heures, puisqu'ils ont été obligés de le mettre dans la loi de 2009 pour nous le dire. Donc, toutes les collectivités, on nous dit oui, mais comprenez, la Cour régionale des comptes, elle nous dit qu'il faut augmenter, etc. Ben, oui, tu peux ou tu peux pas. C'est pour ça qu'ils ont modifié la loi pour l'FDD. Donc, cet article, en fait, alors ça c'est un petit peu particulier par rapport à ce que je disais en début d'intervention. La plupart des mesures, des 95 articles de la loi, viennent modifier des lois existantes. En ce qui concerne la suppression de la dérogation à la durée hebdomadaire du temps de travail, c'est l'article de la loi 47. Donc ça sera, si vous voulez, quand demain une collectivité va délibérer pour instaurer un nouveau protocole de temps de travail, ça va être en application de l'article 47 de la loi 2019-2128. Donc, il oblige les collectivités à modifier les règles relatives au temps de travail. Alors, il s'agit normalement des collectivités donc, qui auraient maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi 2001, du 3 janvier 2001. Donc ça, je voulais aller voir sur le suivant. En fait, aujourd'hui, il était possible dans des collectivités de maintenir, en étant conforme à la législation, de maintenir une durée de temps de travail inférieure aux 35 heures, en condition que je dirais que les dispositions soient antérieures à la mise en œuvre des 35 heures en fait. C'est ce qui était prévu dans l'article 7.1 de la loi 84-53. Donc en fait, les collectivités qui avaient bien fait les choses, au moment du passage aux 35 heures, elles ont délibéré en disant nous on maintient un régime de temps de travail qui est inférieur aux 35 heures parce qu'il était plus favorable. Voilà. Ça c'était le fondement juridique. En pratique, il y a tout un tas de collectivités qui sont passées aux 35 heures, qui ont gardé les jours de congé supplémentaires et qui n'avaient pas délibéré. Donc c'est ce qui faisait que le truc était quand même bancal, il faut se le dire. D'accord ? Donc là, ce qui est obligatoire, c'est donc de délibérer sur l'organisation du temps de travail pour les collectivités qui dérogent aux 35 heures, avec les dates butoirs de janvier 2021 pour les communes et les EPCI, c'est-à-dire celles qui vont avoir des élections en mars 2020. Donc elles ont toute l'année... Alors attendez, j'ai un petit doute de calendrier là. C'est le 1er janvier 2021 ou le 1er janvier 2022, j'ai un petit doute là. Non, c'est 21. Ce qui me semble que... C'est marqué là. Oui, c'est marqué là, mais je crois que parce que c'était le délai qui était initialement prévu, ça j'en suis sûr. Mais il me semble qu'au dernier moment, les élus ont obtenu un rallonge de délai pour négocier. Il y a peut-être faut vérifier ça. Et donc ensuite, c'est plus tard pour les conseils départementaux, les conseils régionaux qui auront des élections. C'est mars 2021. D'accord. Alors voilà, non, alors c'est ça, ils doivent un an après le renouvellement de... Oui. Mais je crois que c'est pour une application au 1er janvier qui suit, je crois. Il y a une histoire un peu comme ça. L'application plus tard, le 1er janvier, selon leur définition, sur le plus tard, le 1er janvier 2022. Ah, voilà. Un bloc communal, le 1er janvier 2023 pour le départ. Oui, c'est ça. Donc en fait, oui, c'est ce qui me semble. Ça veut dire qu'en fait, à partir des élections, les collectivités ont un an pour discuter du nouveau protocole qui s'appliquera au 1er janvier de l'année suivante. Donc c'est-à-dire entre mars 2020 et mars 2021, ça discute, on définit des règles qui s'appliqueront au 1er janvier 2022 pour les communes, et au 1er janvier 2023 pour les départements et les conseils régionaux, c'est ça.